Bonjour, j'espère que votre première semaine de Ramadan s'est bien passée. Pour rappel, durant cette première semaine, les 3 premiers conseils étaient de boire à jeun le jus d'un citron ou d'un demi-citron frais pressé, de boire la décoction de citron, concombre, gingembre et de réduire de moitié votre consommation de sucre raffiné. Nous entamons maintenant la 2e semaine de Ramadan avec 3 nouveaux conseils alimentaires. Aux 3 premiers conseils donnés la semaine passée, vous pouvez maintenant rajouter ceci. Premièrement, on va continuer le décrassage progressif au sucre raffiné et à tous les produits raffinés en général. Donc le sucre raffiné, mais aussi les huiles raffinées, la farine de blé raffinée, etc. Dans cette logique, on va préparer plus souvent nos plats nous-mêmes. En cuisinant, on constate automatiquement que la quantité de sucre que l'on met est importante dans nos plats et dès lors on va pouvoir vraiment contrôler et gérer notre prise de produits raffinés ou sucrés. Souvent en cuisinant, on s'aperçoit qu'en enlevant 10 grammes par-ci, 20 grammes par-là, c'est pas moins bon, mais au final de la journée, ça réduit significativement votre apport journalier de sucre. Une autre astuce pour diminuer le sucre, c'est de privilégier les épices, qui sont parfois une très bonne alternative au sucre. Je pense notamment à la cannelle ou à la vanille, qui apportent cette saveur douce à vos plats ou à vos desserts. Et alors, une autre astuce gagnante est de privilégier les aliments à index glycémique bas, dont l'index glycémique est inférieur à 50. Et qui sont en fait ceux qui vont faire peu monter le taux de sucre de notre sang quand ils sont digérés et assimilés. Ce sont globalement les aliments peu transformés, riches en fibres, à l'effet antiglycémiant. Ils ne provoquent pas de pic d'insuline suivi d'une baisse de celle-ci, ce qui cause une hypoglycémie qui va engendrer une faim gargantuesque. Vous avez envie de manger tout ce qui vous passe sous la main et en priorité du sucre. Alors, à titre d'exemple, quels sont les meilleurs aliments à indice glycémique bas ? Le numéro 1 est sans conteste le légume vert. La majorité des légumes verts ont un indice glycémique égal à 15. C'est le cas du brocoli, du chou vert, du fenouil, de l'épinard, de la courgette ou du poireau. Viennent ensuite les oléagineux comme les amandes, les noix de cajou, les pignons de pin, les noisettes, les pistaches. Leur index glycémique tourne autour de 15-20. Puis vous avez les fruits. Mais attention, pas tous. Ça va dépendre de leur teneur en fibres, en antioxydants et surtout en fructose, un sucre naturel, c'est sûr, mais qui reste quand même du sucre. Les fruits à index glycémique faible, globalement, sont les fruits rouges, ils sont top. Donc cassis, groseille, myrtille, framboise, fraises, cerises, mûres. Et le citron qui a un indice glycémique à 20. Et l'avocat, oui, l'avocat est un fruit extrêmement intéressant à tout point de vue, car il a d'abord un index glycémique bas de 10, et en plus il contient des bonnes graisses assimilables par l'organisme, et qui vont nous rassasier et procurer cette sensation de satiété. Moi je trouve que c'est un super aliment au niveau nutritionnel. Évidemment, il ne faut pas en abuser, et il ne faut pas en manger 3-4 par jour. Tout comme les noix d'ailleurs, les noix de cajou, les amandes, une petite poignée suffit. C'est vraiment suffisant parce que c'est gras et fort calorique. Mais si vous consommez par exemple un demi-avocat ou même un avocat par jour, c'est top pour votre santé. La pomme est aussi un fruit très intéressant à intégrer dans votre assiette quotidiennement, même si son indice glycémique est un rien plus élevé, il est à 38, mais bon, ça va encore. Mais la pomme surtout est bourrée de pectine, comme le citron, et donc ce sont des alliés précieux car ils sont des coupes-fins naturels et des brûle-graisses. La pectine en fait est une fibre soluble qui stimule le transit et protège les intestins. Souvent on mange une pomme et pas deux et on se sent bien avec une, on est rassasié. D'ailleurs j'ai une petite astuce pour vous supplémentaire qui est anti-grignotage et qui va vous sevrer doucement du sucre. Mangez un fruit en dehors des repas, évidemment, toujours en dehors des repas, quand vous sentez que vous allez craquer sur des biscuits, du chocolat ou une pâtisserie ou un gâteau. Le fait de mastiquer, d'avoir un apport de fibres et le fructose d'un fruit va progressivement remplacer votre envie de sucre raffiné.
Bon alors attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain, soyons clairs, il faut instaurer ça comme une petite routine pour satisfaire le cerveau et les bactéries de vos intestins en sucre. Il ne faut pas prendre n'importe quel fruit non plus, parce que certains ont un indice glycémique super élevé. Je pense notamment à l'abricot, ou bien à l'ananas, la mangue, le melon, la pastèque. Alors la pastèque, elle a un indice glycémique à 72, et la date fraîche qu'on adore lors du ramadan est juste un délice, mais elle monte à 100 en index glycémique, donc c'est énorme. Les fruits séchés sont aussi comme des bonbons, donc leur teneur en sucre est super élevée, car en séchant, le sucre est concentré et on a perdu vraiment cette fonction d'hydratation du fruit, donc il faut vraiment plus voir ça comme quelque chose à manger de manière occasionnelle et en petite quantité. Les légumineuses ou les légumes secs ont un indice glycémique bas. Je pense aux lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots blancs, rouges et noirs. C'est rassasiant, c'est une excellente source de protéines végétales, donc très bien. Si maintenant vous voulez manger des pâtes, du riz, des céréales complètes, s'il vous plaît, leur indice glycémique sera bas s'ils sont cuits al dente, donc pas trop cuits. Plus une céréale est cuite, plus cela va faire monter l'index glycémique. Préférez les céréales complètes parce que ce qui est complet, intégral, va diviser par 2 l'index glycémique de l'aliment. C'est aussi beaucoup plus rassasiant, donc on va oublier le pain blanc et les farines raffinées. Et finalement, les protéines animales, poissons, fruits de mer, viande, œufs et produits laitiers, tous ont un index glycémique super bas, égal à 0. Bah oui, en fait, ils ne contiennent pas de glucides ou si peu, donc inférieurs à 0,5, qui ne sont pas repris comme étant avec des glucides. Dans les protéines animales, préférez les poissons et les fruits de mer. Ils sont intéressants parce que la plupart ne sont pas fort gras, bon, sauf certains comme le saumon. Et en plus, ils vont nous apporter un apport en minéraux et en oméga 3. Pour les viandes, je dirais qu'elles sont riches en graisses saturées, donc oui, mais sans excès. Les régimes hyperprotéinés sont super dangereux pour vos reins. Donc il faut toujours rester raisonnable dans sa quantité de consommation, de viande. On passe maintenant au deuxième conseil de cette semaine. On va introduire dans notre alimentation beaucoup de légumes verts. Alors pourquoi les légumes verts ? En plus d'avoir un indice glycémique bas, ils sont riches en chlorophylle, ce qui va aider à régénérer le microbiote intestinal. C'est un autre mot pour la flore intestinale. Et ça va nous amener au troisième conseil, qui est vraiment d'introduire du cru dans son alimentation. Alors pourquoi du cru ? Pour plein de raisons, mais je vais vous en citer 3 qui pour moi me semblent les 3 principales. Alors d'abord, parce que cela permet de faire le plein d'énergie, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'enzymes et de fibres qui sont en partie, voire totalement détruits à la cuisson. Ensuite, une alimentation riche en aliments crus donne un coup de fouet au système immunitaire. Et chose très sympathique, on est beaucoup plus vite rassasié avec du cru. Faites l'expérience avec une carotte. Une carotte cuite n'est pas du tout rassasiante. La même quantité de carottes crues que vous croquez va vous caler. En cuit, on peut facilement manger 200 g de carottes, pas de souci. Par contre, en cru, pas vraiment. 200 g de carottes crues, vous mangez plus grand chose après, vous serez rassasié. Et en plus de cela, ça va vous demander plus d'efforts de mastication. Donc le temps de manger tout ça, l'info de satiété arrivera au cerveau et ce sera bon. Finalement, quand vous mangez cru, vous n'avez pas le phénomène de leucocytose digestive qui a lieu. En gros, quand vous ingérez un aliment qui est cuit, donc transformé par rapport à l'état dans lequel on le trouve naturellement, les globules blancs, qui sont les défenseurs de l'organisme, qu'on appelle leucocytes, vont attaquer les matières étrangères et les toxines et les neutraliser en les fractionnant et en les digérant à l'aide d'enzymes telles que les protéases, les amylases et les lipases. Et donc, votre organisme utilise une partie de son énergie et de son armée de défense à cela. À répétition sur le long terme, année après année, cette leucocytose digestive qui se produit uniquement après avoir consommé un aliment cuit va épuiser votre système immunitaire. Là où je veux en venir, c'est qu'en 1930, le docteur Koutchakov a observé qu'après un repas composé uniquement de végétaux crus, le phénomène de leucocytose digestive ne se produisait pas. Ce phénomène était aussi absent si on consommait d'abord des aliments crus avant d'ingérer des aliments cuits.
Mon conseil est donc de commencer toujours vos repas par des crudités. Et peu importe la proportion, mais mangez du cru et puis passez au cuit. Vous n'épuiserez pas votre système immunitaire du coup. Donc c'est quand même vachement bien. Donc à nouveau, on a tout à y gagner. Si on mange du cru, on gagne en santé, mais en temps aussi, puisque quand on lave soigneusement juste ses fruits et ses légumes bio, pour éviter un maximum de pesticides, si vous ne mangez pas bio, alors épluchez vos fruits et vos légumes pour réduire l'apport en pesticides et puis consommez-les. Donc pour finir, les fibres qui se trouvent dans la peau des fruits et des légumes sont des aliments hyper positifs pour notre microbiote intestinal. Ça va permettre de réduire les inflammations dans le corps. Et quand même, dernière chose significative, si le microbiote n'est pas bon, ça va augmenter notre sensation de faim et ça va nous pousser à manger plus en quantité et de mauvais aliments car on nourrit les mauvaises bactéries de la flore intestinale. Au contraire, si votre microbiote est bon, on retrouve naturellement notre poids de forme idéal. Donc au final, prendre soin de son microbiote influence clairement notre santé et notre bien-être. On a tout à y gagner. Ben voilà, je m'arrête ici pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux conseils. Bon Ramadan à toutes et à tous. À très vite.